Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et les amis, on est là pour parler du dernier chapitre de 2018, ou devrais-je dire le premier chapitre de 2019, le chapitre 929 de One Piece qui s'apparente être comme vraiment un chapitre d'information pure et dure, mais surtout aussi une installation de ce qui va être vraiment, et on le redit nous depuis bientôt un an, l'arc le plus long et le plus intense de tout le manga. Des révélations sur des personnages qu'on connaissait déjà, des révélations sur des personnages qu'on vient tout juste de rencontrer, et du coup voilà, en 3 parties les amis, ce qui va se dérouler, c'est une première partie quand même sur une mise en place d'une guerre qui va arriver dès la semaine prochaine au Festival du Feu. Après, on va parler également quand même d'une sacrée rencontre entre le CP0 et un certain Shogun, avant de s'intéresser quand même à la main armée de Kaido et ses hommes, sa division, elle est totalement surcheatée des airs Dinosaurus, Dragonus, Ancientus. C'est parti. Le chapitre 929 ici se présente comme un chapitre de transition, d'information, de mise en place de quelque chose qui va être... Vous savez, les chapitres qui sont un peu comme ça, on apprend des trucs, il y a beaucoup de blabla et tout, mais cette fois nous sommes à Wano Kuni et c'est totalement différent. Parce que, alors que le manga a construit tout un univers en bientôt 22 ans, et ben tout se regroupe dans les chapitres et donc on n'a plus un seul chapitre ennuyeux. C'est fini, ce n'est plus possible d'avoir du Dressrosa où on était sur du oh bon bah vraiment on découvre tout. Là dans tous les cas, tout est fucking goldé. C'est-à-dire que à chaque page, on a forcément quelque chose qui nous avait été présenté anciennement. Tout le temps, c'est un rappel constant. C'est-à-dire que qui pouvait s'imaginer que dans ce chapitre, après tant de temps, on ait encore des frissons lorsqu'on entend le nom d'Oflamingo. Exactement. Qui pensait qu'on allait revoir le CP0? Qui pensait qu'on allait revoir tant de personnages? On est en installation de chapitre, vraiment, où on nous dit qu'est-ce qui va se passer plus tard pour le bouquet final, et on a du Zoro, on a du Law, on a du Drake, on a du Hawkins, on a du Shogun, on a du CP0, on a du Flamingo, du Kaido, tout, c'est incroyable. Là où c'est très très fort les amis, c'est que du coup, alors que tandis que chaque arc présentait des personnages qui étaient du coup inconnus parce qu'ils dépendaient de cet arc pour évoluer, on avait donc un Pudding, on avait donc un Kiros, on avait tout ça, et bien là cette fois les personnages qui viennent ici se présenter et servir un petit peu de chapitre de transition sont des personnages extrêmement attendus par la communauté et c'est pourquoi Wano Kuni va être vraiment la quintessence de temps de construction de la part des Shiroda depuis 20 ans parce que maintenant à chaque fois c'est les chapitres vont se clôturer sur des informations totalement folles. Le chapitre s'ouvre sur quelque chose de très cartoon. On nous avait déjà présenté les charpentiers dans One Piece comme des personnages très que ce soit déjà à Water 7 des personnages qui sont très virils mais aussi très bébêtes en soi, qui se tapent sur la gueule, qui sont très cartoon et qui voilà, ici on a quand même un employé qui se fout sur la gueule avec son boss, donc c'est du jamais vu, c'est du n'importe quoi. Ici c'est une vision on va dire sûrement très japonaise du truc, on sait pas trop, mais en tout cas Franky se fout sur la gueule et à partir de là on a un découpage très cartoon de la bande dessinée, vraiment avec un Franky qui court de droite à gauche pour retourner dans le temps et pour voir vraiment qui a acheté ce papier, qui l'a vendu finalement à lui, qui l'a troqué contre lui pour retrouver les plans du manoir de Kaido construit par le chef des charpentiers. Franky est viré et donc est assigné à une autre mission par Kinemon. Kinemon qui se présente ici comme le leader et le cerveau de l'opération en fait. Et nous, c'est ce qu'on disait voilà il y a quelques mois, Kinemon devient hyper goldé. Il est hyper sexy ce personnage. Vraiment, maintenant, je l'adore. Et à l'opposé, on a quand même son fidèle camarade Kanjuro de la douche, qui lui, se contente de vendre des poissons, ma foi, plus trop frais. Ils sont vraiment, non, c'est vraiment, toujours avec Raizu, là, ils font vraiment le trio, ma foi, assez incroyable. Mais on a quand même un Kinemon qui, du coup, vient se détacher davantage du lot pour, accrocher un destin plus important que ses camarades. Surtout qu'on le voit plus du tout de façon comique, ce personnage, depuis quelques chapitres. Il est là vraiment c'est du sérieux et c'est beau. Et d'ailleurs pour dessiner un personnage comme ça, Oda je pense il vient de me l'apprendre, c'est que vous le dessinez de profil tout le temps, vraiment comme ça, il y a un grand profil tout le temps comme ça, il parle au Denmuchi. Et du coup alors voilà, Franky va faire autre chose, on a quand même, ça bouge beaucoup à la capitale des fleurs. On voit les Minx qui sont en train de préparer, qui sont en train de prendre les
armes, de la nourriture et tout pour préparer l'opération qu'on apprend. Et maintenant dans une semaine, il s'est déroulé une semaine sur Wano Kuni depuis le premier acte de la pièce du Kabuki. Et donc ici on voit les Minx et on voit vraiment qu'ils sont dirigés par Kinemon. C'est beau parce qu'on sait qu'ils ont prêté allégeance au Kuzuki. Et donc forcément ici celui qui représente les Kuzuki c'est Momonosuke et son père. Voilà, c'est pour ça en fait, je pense qu'ils ont trop joué un RP en fait et qui au final leur a fait tourner un peu la tête et je pense que c'est une très bonne chose de montrer que Kinemon ça va être très bien le substitut paternel pour un petit Momo. Donc voilà, tout ça est en train de se créer, on a quand même quelqu'un qui commence à porter les épaules de Wano sur lui au niveau de la rébellion, vraiment on a le futur chef je pense un peu ici, qui eh bien porte les valeurs je pense le plus avec les deux ducs, je pense que celui qui porte les plus les valeurs d'Oden Kuzuki. D'une pierre deux coups, c'est vraiment ce que décide de faire Kinemon en prenant des armes, de la nourriture, tout ça en les volant et en plus en signant de la part de Shutenmaru, c'est-à-dire que ces actes vont être réalisés par Shutenmaru par le prisme des gens qui se sont fait cambrioler, du coup qui, selon le duc Inuarashi, va pousser le monsieur un petit peu à venir dire oh arrêtez de signer à mon nom là, et du coup voilà, et on se rappelle que Kinemon avait dit tu travailleras pour moi, tu seras sous mes ordres, et j'y arriverai, et le mec il a dit bah bonne chance et tout ça, et je pense que on est sur la bonne voie. Selon son caractère, c'est sûrement la bonne méthode à faire. On a aussi la dernière préparation du côté de Zoro, on vous l'avait dit, voilà ça a été teasé à la Jump Festa. Zoro est bien dans ce chapitre. Du coup, c'était pas la première page. Voilà, non, c'est bien sur 3 pages, mais Zoro est là et fait la rencontre avec un certain Yasu qui, un peu, on va dire, pourrait se mettre en couple avec l'autre ninja là. On a vraiment deux personnages assez dégueulasses, mais on va revenir aussi sur Orochi. Oda joue toujours avec le plastique des personnages, avec le charisme et tout, mais ça rend toujours le grotesque, c'est hyper présent dans One Piece. Et ici, on a un Yasu, on a un Zoro qui prend la fâcheuse habitude de son capitaine à confondre et surtout à oublier les noms des personnages qu'il rencontre. Et un personnage qui guide Zoro, et c'est assez intéressant parce que là on a vraiment beaucoup de comiques sans s'en rendre compte, avec lui par exemple qui dit ouais putain heureusement que j'ai bien fait de te suivre et tout, comme ça je sais très bien que je vais arriver à bon port et tout, alors qu'en fait voilà Zoro il dit merci d'avoir payé mes sushis mais maintenant cache-toi, l'autre il est en train de suivre un mec qui a pas eu tout le sens de l'orientation, et pourtant le hasard fait bien les choses, ils arrivent au hameau de la capitale des fleurs, là où habite ce certain Yasu, et donc pourquoi un hameau, on va bientôt le découvrir. C'est un petit peu le slum, c'est le bidonville, c'est le... Voilà, c'est... On a bien vu, capitale des fleurs, tout est magnifique, et autour, c'est vraiment la sécheresse. Les calamités des abandonnés. Les calamités ont dû faire leur travail, vraiment, entre la sécheresse, la maladie et... L'incendie. Il y a dû avoir beaucoup... de destruction. Voilà. Maintenant on va parler quand même du nœud de ce chapitre, ma foi fort sexy, là c'est quand même assez intriguant. C'est la rencontre entre le CP0, on va dire Spandam je pense, et on a un grand monsieur qui n'était pas présenté la dernière fois, et vu que la dernière fois on savait que Kaku était au téléphone, donc peut-être que cette fois c'est Kaku, vu que voilà. Donc Kaku et bref, en tout cas 2 autres membres du CP0. Et là où c'est très intéressant, c'est que du coup, ici, il demande audience directement à Orochi. Orochi qui est la personne la plus importante de tout le pays. Et là où c'est fort, c'est que du coup, s'ils ont droit à une audience, c'est-à-dire que quand même, ils sont légitimés comme des hôtes importants quand même. Ah bah oui. Mais cela dit, Orochi est surtout ici pour leur dire que maintenant que Doflamingo, le Joker, est tombé et que vous n'avez plus votre intermédiaire pour pouvoir acheter les armes, eh bien vous passez juste pour des cons, et que du coup il est là pour vous dire un petit peu bah écoutez, des os pas des os, mais vous êtes finis. C'est-à-dire que Wano est autosuffisant. Par contre, intéressant, c'est qu'il dit cela en voyant que lui, il voit uniquement la capitale fleurie, qu'en fait il sait pas qu'il y a son pays qui est en train de bouillonner et que c'est la merde. Non, pas autant que ça. On sait quand même qu'il se chie dessus pour la prophétie des Kuzuki, mais on a donc ici, et c'est là qu'est trop beau, une discussion qui fait intervenir beaucoup de noms de One Piece. Rien que le nom de Doflamingo. Quelle influence ce mec avait dans le monde, quand on sait que ici, le CP0 et donc le gouvernement, vraiment l'envoyé du gouvernement faisait affaire directe avec Doflamingo, qui lui faisait affaire avec Kaido, entre Smile et Arm. Vous savez, Arm, que selon les révolutionnaires, selon Dragon, possédait et possède toujours un métal saké, donc sont faits de certains matériaux qui les rendent très puissantes. Et donc voilà, le gouvernement maintenant ne peut plus passer par Doflamingo. On savait très bien que via son ancien... parce que c'est tellement complexe One Piece quand on y pense. On sait très bien que Doflamingo, via son statut d'ancien Shichibukai, avait donc, en connaissant le secret de Marijoie,
plein pouvoir sur les dragons célestes et donc les dragons célestes qui sont au-dessus des CP0, et ben Doflamingo avait le pouvoir total sur le CP0. On voyait bien quand le CP0 lui avait dit ouais t'as pas tué Moriel, il avait dit oh bah j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. On voyait que c'est le CP0 qui avait joué sur sa démission des Shichibukai, mais en fait non pas du tout et tout. Et donc on voyait très bien qu'il s'entretenait très bien avec Doflamingo. Maintenant Doflamingo est en tôle, donc ils doivent passer par Orochi et là c'est la honte pour eux parce que Wano Kuni ne craint personne. Parce qu'on a Kaido avec nous, et là où c'est vraiment très fort, c'est que voilà, Doflamingo c'était un petit peu un warlord, c'est un seigneur de guerre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va financer les armements et tout ça, c'est vraiment un pion essentiel, et dès qu'on le perd lui, ça fout vraiment le bordel dans l'organisation mafieuse de la chose. Et là où c'est vraiment fort, c'est qu'Oda, il est vraiment en train de créer une sorte de mimétisme réalisme absolument flagrant, d'une complexité sur la corruption de la police, la corruption vis-à-vis de tous les... Il y a les Yakuza qui sont même mentionnés dans Nicolas ce putain Cage. Voilà, c'est vraiment un truc de malade ce qui est en train de se passer parce que au final, on voit, c'est dit, il y a tout qui est dit avec la phrase de Orochi qui nous déclare que vous achetez des armes de pirates pour combattre les pirates. C'est en gros, c'est le bordel et vous voyez à quel point le gouvernement est pourri jusqu'à la moelle et que par contre, s'il y a quelqu'un, une instance ici qui essaie de tenir, c'est Wano Kuni qui au final se présente comme totalement autosuffisante. On a Kaido qui est hypé comme jamais, mais je crois que vous avez raison. Hein. Personne ne craint Wano, Wano se permet de demander n'importe quoi et demande ici directement ok vous voulez des armes, mais nous on veut Vegapunk. What the fuck quand on y pense, what the fuck. Encore Vegapunk qui intervient dans tous les chapitres et tout. D'ailleurs, fun fact, Luffy n'intervient pas dans le chapitre. Luffy prend de moins en moins de place dans l'histoire et c'est pour vous dire à quel point Wano Kuni va être hyper important niveau nouveau perso. Donc ici on veut Vegapunk et moi je pense qu'ils veulent sûrement Vegapunk pour un rapport de fruits artificiels du démon. Comme on sait très bien qu'il y a beaucoup de dragons maintenant qui rentrent en jeu dans Wano Kuni, on va venir ça dans la dernière partie. Et ben sûrement que Orochi a l'intention de connaître quelque chose via un fruit que une certaine personne aurait mangé et donc est devenu aussi un dragon. Et comme on sait que Kaido a sûrement le lien avec Mononosuke en mode Dressrosa chapitre 701 vient là et tout, ils sont liés via des fruits du démon. On sait que Orochi a apparemment aussi un fruit de l'hydre du dragon et tout. Peut-être que tous ils sont liés via un truc, on sait pas trop. Vegapunk va sûrement nous l'expliquer. Là où c'est fou, c'est que cette fois on a quand même du coup un conflit politique intense avec un pays, un gouvernement, un régime qui est mis en place et qui est allié avec des pirates qui sont extrêmement puissants. Alors là maintenant on est en droit de douter et de se dire est-ce que la puissance de la justice peut faire quelque chose? Est-ce que on comprend pourquoi dans le chapitre 908 de One Piece on avait un Akainu qui était un petit peu hésitant quant à envoyer Kizaru et tout ça sur les lieux parce que Kizaru, le mec il arrive, il nique tout le monde. Sauf que là on est à Wano et on comprend qu'en fait putain c'est vertigineux tout ce qui est en train de se créer et que vraiment je pense que là ce qui va se passer dans une semaine, la déclaration de la guerre, on a un pays en fait qui se sent des ailes poussées et qui se sent plus et là vraiment ça part en couille. Le Shogun fait sa soirée sur des magnifiques doubles pages. Déjà on peut voir que plastiquement là c'est hyper beau les découpages avec l'entrée du Shogun, les portes qui s'ouvrent, tous les mets qui sont présentés et tout, et ensuite toutes les geishas qui sont là, avec surtout Robin, et Kumurasaki qui est, on peut dire sûrement la sœur de Momo, on ne sait pas encore, mais voilà, ici, qui a forcément son plan qui se rapproche du Shogun, et qui donc voilà, ça fait des années qu'elle est dans ce milieu-là, on ne sait pas encore ce qu'elle veut faire, mais elle a sûrement un plan derrière la tête. Enfin, le chapitre se finit sur une page qui est plus que surprenante parce que c'est le retour de Drake, cette fois en version hybride de son Zoan et on apprend que c'est le Zoan du Dragonomi style type ancien Allosaur et son pote Page One. Déjà son nom, Spinosaur. Si on parle seulement ici vraiment de dessin, c'est d'une magnificence extrême, surtout qu'on apprend qu'ils sont 6 dans l'armée des dinosaures envoyés par Queen. Non, c'est pas Queen. Si, c'est Queen, je crois. Parce qu'il disait dans le dernier chapitre, il disait oui, on va envoyer Queen et ses hommes. Donc à ce moment-là, c'est peut-être l'armée de Queen qui a une armée de dinosaures et qui sont mais d'un swag monstrueux. Et là c'est là où vraiment on se dit comment, mais putain, comment, si ce n'est que eux se retournent contre Kaido, comment l'empereur peut être vaincu? C'est impossible. Ou alors il faut, mais vraiment, parce que Drake, Hawkins, Apu, les calamités,
le shogun, Bah le pays, tout le pays. Non mais voilà tout. Enfin, je veux dire, comment c'est possible que Kaido et surtout Kaido déjà. En fait, voilà. C'est là où c'est hyper impressionnant parce que moi, je vous le dis vraiment, One Piece. Sans le vouloir, je pense, parce qu'on sait que très bien la volonté du mangaka à vouloir faire toujours un truc destiné qui vise un public jeune, et ben, je vous jure, voilà, moi à 12 ans, ça, je pige que dalle, genre, en tout cas, ça m'aurait pas plu, des chapitres comme ça, vraiment aussi long et tout. À 11-12 ans, là, quand tu lis un manga, je suis là en mode, ouais, putain, foutez-vous sur la gueule, oh, trop bien, un dinosaure, c'est vrai que c'est sympa, mais vraiment de voir autant de politique, autant de trucs, et surtout des noms qui reviennent, qu'il faut mémoriser, il faut tout mettre en place pour dire, ok, ça. Moi, je trouve que, franchement, One Piece ne se prend pas pour de la merde, et ça fait vraiment plaisir de voir le mangaka qui prend son temps d'installer tout ça, et putain que c'est pas fini. Ce n'est point fini. Les personnages sont représentés, et c'est ce qui est absolument fantastique parce que ici Eiichiro Oda présente un manga dans son manga, c'est intra-manga, et là où c'est vraiment trop puissant, mais vraiment c'est incroyable, c'est que les personnages sont représentés. C'est-à-dire que X-Drake, Kanjuro, tous ces personnages sont représentés, et c'est pourquoi je me commence vraiment à penser qu'Oda s'est dit je vais absolument niquer le game. On se souvient de son communiqué récent où il avait dit je vais vous montrer ce que c'est la véritable imagination au-delà de l'imagination, et je pense ici les amis que Oda va créer un manga dans son manga qui peut être commencé à être lu à partir du chapitre 910 où Luffy monte la cascade comme ça, ils arrivent sur Wano et on voit Luffy qui arrive comme ça sur une plage blanche comme ça, oh là là. Et je pense que ça pourrait être le début de One Piece. Tu prends ton pote, tu lui dis commence à partir du chapitre 910 de One Piece et il va dire oh trop cool, le personnage X-Drake qui est présenté pour la première fois il est trop balèze et tout, parce que oui vraiment tout est autosuffisant dans Wano, c'est le shogun lui-même qui le dit. Tout est autosuffisant, c'est une histoire, royaume, un empire. Et surtout que quand on va y être beaucoup plus loin dans cet arc, ça va vraiment ici se dessiner. Parce que là c'est facile, ça fait que 20 chapitres, le Mont Corvo, qu'est-ce que vous dites et tout, non, on n'en est pas encore là. Et pourtant, plus on avance, plus on se le dit. Et pourtant on n'est que à 20 chapitres. Ça rappelle beaucoup les Chimera Ants, vraiment de Hunter x Hunter, où on avait vraiment un manga à part qui changeait totalement. On avait une trame, et là d'un coup, bam, c'est le bordel, avec que des personnages différents, un autre truc et tout. On dirait que c'est un truc qui était prévu extrêmement de temps à l'avance, ou bien de l'improvisation. Et chez Eiichiro Oda, on sait très bien que c'est vraiment préparé à l'avance. On sait à quel point c'est préparé depuis maintenant peut-être même 10 ans, depuis la guerre au sommet, depuis Ace qui donne son chapeau à Oz Junior. On sait que Wano Kuni prend une place très importante dans l'imaginaire du mangaka, et aujourd'hui il s'est dit putain niquez vos morts, je vais tout dessiner comme ça, et c'est pas fini. C'est pas fini, Wano Kuni, je le dis, va être le meilleur arc de One Piece. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo les amis, on se dit à très bientôt et en 2019 surtout pour la suite de One Piece. Je pense que ça va être une année assez incroyable avec tous les films, les live action, tout ça, ça va être... Merci beaucoup, on se dit à très bientôt au Mont Corvo, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro, ciao.